Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous donner la bienvenue à un nouveau rendez-vous de la série d'interviews réalisée par LLC, Labour Law Community, sur le travail du et de la juriste. Je suis notamment heureuse d'accueillir Sylvain Lolom, une amie très chère qui a accepté volontiers de nous raconter son expérience de professeur et de chercheuse en droit du travail et ensuite d'avocate générale à la Chambre sociale de la Cour de cassation française. Sylvaine n'a pas besoin d'être introduite, mais je veux dire également quelques mots. Sylvain Lolom a été professeur en droit du travail à l'Université de Saint-Étienne et à l'Université de Lyon 2 Lumière, où elle a dirigé aussi l'Institut d'études du travail. En 2019, elle a été nommée avocate générale, comme je l'ai dit. Et en 2020, en plus, l'Université de Lund lui a décerné le diplôme de doctorat honoris causa pour ses recherches dans le domaine du droit européen et pour l'implication des jeunes dans ce domaine de recherche. Ça, je trouve très important. Et je crois que le parcours de recherche de Sylvaine, le parcours de recherche et d'activité a eu comme fil rouge, si on peut dire comme ça, l'attention au droit social européen, notamment pour son influence dans les relations individuelles et collectives de travail. Et ça la caractérise soit en tant que professeur jusqu'à 2019, soit en tant qu'avocate générale. Alors, je voudrais commencer cette interview du début de ton parcours universitaire, Sylvain. Je te remercie évidemment d'avoir accepté cette interview, mais je voudrais commencer du début, notamment de la période d'études à l'Institut européen de Florence. Je crois en effet que cette période a eu une relevance très forte sur ta formation en tant que juriste européenne, si on peut dire comme ça. Pourquoi as-tu choisi l'Institut européen? A été un hasard ou non? Quels sont les motifs qui t'ont poussé à aller à Florence? Oui, alors je finissais mon diplôme de master, on va dire, en utilisant la terminologie actuelle, à Nanterre, et avec déjà une spécialisation en droit social. Et j'avais très envie, d'une part, de continuer à l'université, donc de m'engager dans un parcours de recherche, et d'autre part, j'avais très envie également de pouvoir quitter la France au moins quelque temps et d'avoir une expérience à l'étranger. J'avais déjà fait un stage à Bruxelles à la Confédération européenne des syndicats dans le cadre du master. Et il se trouve que était à Nanterre quelqu'un de bien connu, Antoine Lioncan, qui avait été mon directeur pour mon diplôme de fin d'année, et il connaissait très bien l'Institut universitaire européen. Il avait invité des professeurs, et notamment Brian Bertusson, à venir faire un séminaire à Nanterre, et une connaissance, enfin une amie, avait été déjà partie à l'Institut, ce qui explique que j'ai eu connaissance de l'Institut et que dans le courant de l'année, j'ai déposé un dossier et que j'ai été reçue, et donc j'ai obtenu une bourse pour faire une thèse à l'Institut universitaire européen. Donc c'était à la fois évidemment une envie, voilà, de partir, et un concours de circonstances qui fait également que, enfin, circonstances, il y avait déjà eu le choix d'aller à Nanterre. Nanterre était une université, enfin toujours
tournée vers le droit européen, le droit comparé, évidemment, et ce qui explique que je me sois retrouvée à Florence. Le fait que l'Institut ait été à Florence, en Italie, même si à l'époque, je ne parlais pas du tout italien, n'a pas été indifférent également dans le choix de déposer ce dossier, et qui a été effectivement très déterminant pour la suite, pour le début de ma carrière et la suite. Bon, mais tu ne connaissais pas l'italien, mais maintenant tu parles un très Ça a bon été italien. Grâce même à l'Institut européen. Mais je sais que l'Institut crée aussi des liens très importants entre les doctorants. Tu étais là dans les années 1990, 1996, plus ou moins. Quels sont tes souvenirs les plus beaux? Et quelle relevance ont-ils les liens que tu as établis dans cette période dans tes recherches suivantes? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des liens très forts qui se sont noués à l'Institut universitaire européen. Alors d'abord, je crois que je ne l'ai pas dit en réponse à la question précédente, mais c'est vrai que ça a été l'Institut universitaire européen une ouverture intellectuelle extraordinaire. Parce que effectivement, lorsqu'on fait des études de droit, on étudie un droit national, ce qui est tout à fait logique, et puisque évidemment chaque système juridique a ses spécificités. Et de me retrouver à l'Institut européen avec effectivement des juristes venant de toute l'Union européenne. Alors, c'est là où l'on voit que les années passent. C'était une Europe qui n'était pas aussi large que celle actuellement. Il n'y avait pas encore eu le grand élargissement vers les pays de l'Est, mais ça restait quand même important. Et donc, ça a été véritablement une ouverture intellectuelle assez extraordinaire que d'avoir accès à ces différentes manières de penser le droit. Et c'est là où on voit aussi, j'ai appris aussi que le droit européen, qui a été le fil directeur de mes recherches, ne peut être qu'appréhendé évidemment que dans son contexte national. Il est à la fois le produit de ces droits nationaux, mais ensuite il a à nouveau réceptionné donc des influences réciproques. Et c'est vrai que peut-être un de mes meilleurs souvenirs intellectuels, ça a été ces séminaires, et avec également des personnalités. Je pense évidemment alors à Brian Bergcuson, qui est décédé aujourd'hui malheureusement, mais aussi à Sylvana Chiar, qui était là pendant ces années. Et ces séminaires ont été vraiment des lieux de discussion, d'ouverture, qui sont parmi mes meilleurs souvenirs. Alors, avec, quand je suis arrivée aussi, l'apprentissage je parlais un peu anglais, pas du tout italien, et c'est vrai que le fait de communiquer peu à peu dans ces deux langues a été aussi une ouverture très importante. Alors après, il y a des souvenirs beaucoup moins scientifiques, mais il y a le lieu qui est extraordinaire, et je garde d'excellents souvenirs des fêtes du bar Fiasco, des fêtes nationales, des fêtes régulières, voilà, où on était dans cet endroit vraiment très, très privilégié, hein, dans un cadre unique. Et je pense également que j'ai eu la chance d'être dans ces années-là. Nous étions un noyau assez important, enfin, de juristes en droit du travail. Alors évidemment pas que, il y a eu des rencontres dans d'autres domaines, mais pour ce qui est de la recherche, vraiment le droit du travail, on était plusieurs dans ces années-là. Alors je vais en citer quelques-uns, mais il y avait Pierre Alloy, il y avait Antonio Lofaro, il y avait Christophe Vigneault, il y avait Claire Kilpatrick, et bien d'autres que j'oublie, enfin, non, j'oublie les noms maintenant, mais que je n'oublie pas évidemment. Et donc, ce sont effectivement des liens très, très forts, et qui ont été bien au-delà de liens professionnels, mais aussi amicaux. Donc, et aussi le fait que déjà, et ça s'est poursuivi après à Saint-Étienne, mais déjà l'Institut permettait aussi d'avoir cette approche de droit comparé, qui est
une première manière de confronter le système dans lequel on est formé, mais aussi avec déjà pluridisciplinarité, avec des liens évidemment avec les sciences politiques, beaucoup, parfois l'histoire, parfois aussi l'économie. Donc c'était une approche plutôt ouverte. C'est là aussi où j'ai découvert, parce qu'en France à l'époque, ça commençait un petit peu à se développer, mais c'était encore très, très, très embryonnaire, tout le champ du droit des discriminations. Ah oui, c'était bien sûr un lieu où on se confrontait des différents domaines de recherche et ça c'est important. C'est important surtout dans la phase actuelle, non, de la connaissance du droit. Mais tu l'as appris déjà dans cette année, donc ça a été, je crois, très importante et je crois que ce que tu nous as raconté a démontré que l'Institut a marqué de manière très importante, très significative ta formation. Je pense, bien sûr, surtout à l'attention que tu as dédiée dans ta recherche au droit social européen, à commencer par ta thèse de doctorat qui était dédiée à l'harmonisation en droit social européen, que ce n'était pas un thème facile à aborder dans cette période. Et je pense que cette expérience a beaucoup influencé ta recherche suivante. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que oui, c'est évident que la thèse de doctorat, je pense, influence beaucoup sur les recherches suivantes, parce que c'est vrai que c'est peut-être le début déjà d'une certaine spécialisation. Donc c'est vrai que dans ma thèse, il y avait déjà cette approche dont j'ai parlé, c'est-à-dire un droit européen, mais en action, c'est-à-dire l'idée était d'analyser la notion d'harmonisation à travers une comparaison de l'intégration de directives dans deux systèmes juridiques différents, le droit français et le droit britannique. Et c'est vrai que, alors bon, malheureusement, le droit britannique ne fait plus partie de l'Union européenne, mais c'est bien dommage, évidemment. Et c'était l'idée aussi, alors, le droit britannique avait été choisi pour des raisons linguistiques, c'est parce que quand on fait du droit comparé, je pense que c'est ce qui limite aussi le droit comparé, mais il est nécessaire de parler, d'avoir accès aux sources de ce droit. Et également, c'était l'idée de ne pas d'essayer de faire vraiment un droit comparé en profondeur, c'est-à-dire de mettre dans le contexte aussi des systèmes de relations professionnelles, etc. Sinon, il peut y avoir la tentation de faire du droit comparé où, j'allais dire, on saupoudre un peu de différentes expériences nationales, mais sans voir comment les règles sont ancrées dans un certain contexte. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça a été aussi ça a guidé ensuite ces recherches futures, parce que j'ai toujours gardé une partie de droit comparé. Alors, ce qui a supposé la constitution d'équipe, parce que sinon on ne peut pas faire le droit comparé tout seul ou difficilement, et toujours en étant très attentif à ne pas commettre d'erreurs de compréhension des systèmes étrangers. Et c'est vrai, je me souviens de la lecture des premières décisions britanniques, où c'était un choc de voir que les décisions britanniques faisaient des pages et des pages d'explications, alors que les décisions françaises faisaient quelques lignes, etc. Ou comment le droit britannique des relations professionnelles était tellement différent et exotique. Alors peut-être moins exotique pour un Italien, mais où il n'y avait quasiment pas de droit. Et donc, ça a été effectivement... je ne suis pas restée fort heureusement au sujet abordé dans la thèse, mais c'est vrai que le cœur de ma recherche a toujours été le droit social européen avec une perspective de droit comparé. Oui,
Je comprends, c'est pas facile d'étudier le droit comparé et c'est vrai que c'est important de connaître très bien les différents systèmes nationaux. Je sais que tu participes aussi au séminaire de Pontignano, que sont pour nous, ce sont des événements très importants pour chercher de faire de la recherche comparée dès qu'on est jeune au principe du parcours universitaire. Et maintenant, je veux parler de quelques souvenirs que j'ai de toi, parce que j'ai eu la chance de te connaître en 1997 à Saint-Étienne, pendant mon premier séjour d'études en France. Tu étais juste rentré de l'Italie, tu travaillais au CERCRID, non? Avec tes collègues, par exemple Christophe Vignon, mais pas seulement lui. C'était un groupe de recherche, je me rappelle très bien, très animé, peut-être en raison, entre autres, de la présence d'Antoine Jamot. Enfin, tu es resté à Saint-Étienne jusqu'à 2013, ensuite à Lyon de 2013 à 2019. Et veux-tu nous dire quelque chose, nous parler de ton parcours académique? Oui, alors après la thèse, alors l'Institut universitaire européen est un lieu où on ne reste pas. Qu'on fasse sa thèse ou qu'on y soit d'ailleurs aussi comme professeur, c'est un lieu où on reste quelques années et après on repart. Et la question s'est évidemment posée après avoir fini la thèse d'un retour en France, sachant que là, lorsqu'on a fait une thèse, je souhaitais travailler à l'université et que là, on se retrouve face à des contraintes de pays. Donc, j'avais choisi de retourner en France et ça a été possible aussi parce que j'avais fait une thèse qui était les thèses de Florence sont reconnues aussi en France. Et j'avais gardé la supervision aussi et l'inscription à Nanterre parce que c'est toujours un peu, le retour n'est pas forcément facile dans des systèmes universitaires qui sont assez fermés, comme le système français ou le système, je pense, italien ou espagnol. Voilà. Et effectivement, là aussi, c'est des liens qui expliquent que je sois arrivée à Saint-Étienne, puisque Antoine Jamot était un familier de l'Institut universitaire européen. Et il y avait un poste cette année-là à Saint-Étienne, alors un poste d'abord temporaire, et donc j'ai postulé et je suis arrivée à Saint-Étienne que je ne connaissais absolument pas, mais c'est vrai sous l'impulsion, j'allais dire, d'Antoine Jamot. Et il y avait ce centre de recherche, le CERCRID, qui était un centre pluridisciplinaire où il faisait beaucoup de sociologie juridique, de droit. Et là aussi, ça a été extrêmement formateur de me retrouver dans ce centre. Alors là, j'ai continué la recherche en droit social européen, mais dans le centre, c'était plutôt la sociologie juridique que j'ai pu découvrir, des expériences de recherche collective et non pas individuelles. Et ça a été là aussi extrêmement formateur. Je suis restée plusieurs années à Saint-Étienne, même très longtemps à Saint-Étienne, aussi parce que dans le milieu universitaire français, la mobilité est assez limitée. Donc ça, ce n'est pas les aspects forcément positifs, mais c'est une réalité. Alors, non pas que j'avais envie d'aller forcément ailleurs, mais c'était aussi, aller ailleurs n'était pas si facile. Donc, je suis restée longtemps à Saint-Étienne et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller, alors tout près, hein, Lyon est à 50 km, là j'ai suivi, c'était peut-être un peu prétentieux, mais Antoine Jamot était parti à l'Institut, il avait pris sa retraite et j'ai eu un poste donc au sein de cet institut. Là aussi, un institut un peu particulier puisque ce n'était pas une faculté de droit,
mais un institut d'études du travail, donc une structure où étaient des ergonomes, des sociologues et des juristes qui se réunissaient à enseigner autour des questions du travail, avec des enseignements uniquement à destination d'étudiants de master. Donc là, je rejoins une structure très spécialisée autour des questions du travail et qui était une structure très, très intéressante parce que ça permettait toujours d'avoir cette approche pluridisciplinaire du travail. C'est vrai que faire des cours à des étudiants de master, c'est très enrichissant. C'est des étudiants qui étaient très intéressés. On a mis en place aussi des formations en apprentissage. Voilà, on a mis en place plusieurs choses à ce moment-là. Donc, ça a été aussi très, très bénéfique. Et oui, la pluridisciplinarité, c'est très important, surtout dans notre domaine de recherche. Et comme tu as dit, ta recherche dans ces années a regardé encore le droit social européen. Tu as participé, tu as dirigé beaucoup de recherches dans ce domaine avec des groupes internationaux. Et notre, tu as écrit des rapports pour la Commission européenne et tu as même, je sais tout, tu as même été membre du réseau d'experts juridiques sur les questions d'égalité et de non-discrimination de 2008 à 2017. Bon, tu avais dit que dans la période de Florence, tu avais abordé aussi le droit de l'égalité de genre, de la non-discrimination, et ça a été important même pour tes recherches suivantes. Et alors, sur le droit européen, je sais qu'il est très difficile de répondre à cette question en quelques minutes, mais je la poserai quand même. Quel est, à ton avis, l'avenir du droit social, de l'Europe sociale, du droit social européen? Quelqu'un a dit, par exemple, que le socle européen des droits sociaux portera, je ne sais pas, un assouplissement de l'intervention en matière de l'intervention de l'Union européenne en matière de droit social. Qu'en penses-tu? C'est vrai, non? Oui, alors, avoir ton avis sur ça. Alors, j'ai un point de vue plutôt optimiste. Oh, c'est peut-être une erreur, mais non, je pense que quand on commence à prendre un peu d'âge, on peut avoir aussi un regard sur des perspectives plus longues. J'ai commencé vraiment à analyser, on l'a vu, le droit social européen dans les années 90. Et à l'époque, je n'avais pas conscience d'être dans une période d'absolue explosion du droit social européen, puisque c'était la période où la charte communautaire des droits sociaux avait été adoptée, mais surtout après le protocole du traité, le protocole social du traité de Maastricht, avec des nouvelles compétences sociales qui avaient été adoptées, définies, et l'adoption de nouvelles directives, le développement du dialogue social européen, etc. Et puis, après, il y a eu une période que j'allais qualifier quand même d'assez noire, je dirais, à partir des années 2008, en tout cas la crise financière, économique qui a secoué le monde entier et l'Europe évidemment à ce moment-là, a eu des répercussions très importantes, mais je pense que ce n'est pas la crise qui a généré en elle-même ce déficit d'Europe sociale, c'était déjà une orientation politique qui datait de quelques années. Et c'est vrai que là, on a vu, notamment avec la commission Barroso, on a vu vraiment, je pense, une remise en cause. Alors, l'Europe n'était plus sociale, il n'y avait plus aucune initiative législative qui pouvait aboutir.
mais également, et c'était certainement le plus grave, je pense, la remise en cause du modèle social européen, des modèles nationaux, avec notamment les mécanismes de gouvernance économique qui ont été, peut-être même plus que des interventions législatives fortes, extrêmement prégnants dans l'évolution des droits du travail nationaux, ou en tout cas ça a servi de justification à une remise en cause du droit du travail national. Donc on est dans une période, et évidemment la Cour de justice n'est pas en reste, puisqu'on ne peut pas parler de l'Europe sociale sans au moins prononcer la parole Laval et Vicky, la période de ces arrêts de la Cour de justice, mais ce n'est pas les seuls. Donc vraiment, une période où là, moi-même, je n'étais plus vraiment très optimiste en pensant que non seulement l'Europe n'était pas sociale, mais l'Europe pouvait être aussi à l'origine d'un moins-disant social. Et c'est vrai que ça a été quand même, je pense, un vecteur de diffusion je schématise, mais d'une pensée néolibérale assez forte, et que les États, ça a servi de justification aux États. Là, je ne fais pas porter le poids de la responsabilité à l'Europe. Je pense que c'est l'Europe, c'est toujours une majorité d'États qui vont définir les contours des politiques nationales, et qui reste de toute façon beaucoup de marge de manœuvre. Alors, effectivement, depuis la nouvelle Commission européenne de Juncker, mais là aussi, je ne pense pas que ce soit la cause d'un homme, mais je pense que les poids politiques au sein de l'Europe ont été modifiés, et puis peut-être aussi qu'on était arrivé à une telle remise en cause de droit que on a ressenti la nécessité d'un rééquilibrage. Depuis effectivement la commission Barroso, on a, me semble-t-il, une nouvelle impulsion de l'Europe sociale, et en tout cas beaucoup plus de réalisation. Et alors il y a le socle, mais le socle c'est un programme, et ce programme est en cours quand même de réalisation. Des directives ont déjà été adoptées, d'autres évidemment extrêmement importantes sont en cours de discussion. On pense évidemment, on ne sait pas encore si elle va être adoptée, mais à la directive sur le salaire adéquat, qui semble, il y a quelques années, c'était quasiment impensable. On est quand même proche d'une adoption. D'autres textes sur les travailleurs de plateforme, etc. Donc on a des interventions législatives, et également, il me semble que depuis 2 ans, dans ce désastre sanitaire, enfin dans la crise sanitaire dans laquelle on est depuis 2 ans, je dirais, alors c'est peut-être pas toujours visible, mais l'Union européenne, dans le domaine social, a agi. Bon, d'abord, elle a continué à la mise en place, enfin l'application du socle, et ça devient vraiment son programme, ça définit son programme d'action. Suspension dès le début de la crise sanitaire des règles budgétaires qui auraient empêché les États de mettre en œuvre leurs amortisseurs sociaux, et je pense aussi la mise en place de cet instrument qui est l'instrument SURE sur les mécanismes, alors, qui vont permettre à l'Union européenne de financer, en tout cas de prêter de l'argent aux États, et en tout cas elle l'a fait pour financer très rapidement des programmes de chômage partiel. Et on peut se demander si ce programme n'est pas une première étape vers une généralisation, une stabilisation de ce processus. Donc, il me semble que en ce moment, on est dans une période plutôt faste, mais comment dire, ce n'est jamais un retournement, je pense que l'Union européenne est un système extrêmement complexe, qu'il peut y avoir des inflexions entre une politique, une autre, mais il me semble qu'on est plutôt dans une période où, en tout cas, il y a des discussions autour de l'Europe sociale, de nouveaux droits ou de définition d'approfondissement de droits pour les travailleurs de l'Union européenne.
Oui, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis optimiste, hein, pour considérer. Mais je voudrais parler maintenant de ton expérience nouvelle. Ben, pas trop nouvelle parce qu'en 2019, tu as été nommée avocate générale à la Cour de cassation il y a 3 ans. Donc. Et la première question est tout simplement pourquoi Oui, tu as décidé de changer ton travail parce qu'il s'agit d'un changement très important même dans ta vie, non? Puisque, par exemple, tu as déménagé à Paris, ça, c'est bon, je crois, mais ça complique un peu la vie. Donc, je te demande surtout d'abord pourquoi. Ça a été en fait, là aussi, ça a été une opportunité qui s'est offerte à moi. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que justement avoir la possibilité de changer à un moment donné de fonction et de rejoindre. Alors, je changeais de fonction, mais quand même toujours en étant juriste. Euh, C'était une opportunité et qu'un changement, je trouvais, était, enfin, au bout de plusieurs années à l'université, l'envie d'aller voir ailleurs et de faire également autre chose était là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai saisi cette opportunité et je suis donc arrivée à la Cour de cassation pour tout juriste. La Cour de cassation en droit privé. La Cour de cassation est un lieu qui est quand même, voilà, où on est content, en tout cas, honoré de pouvoir œuvrer à ce travail. Alors après, sur peut-être le travail d'un avocat général, alors quelques mots peut-être parce que la fonction n'existe pas devant toutes les juridictions et en France, elle n'existe que devant la Cour de cassation et aussi dans une certaine mesure au Conseil d'État. En fait, c'est une fonction assez similaire à celle d'avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous sommes bien, l'avocat général est un magistrat, il appartient au parquet général de la Cour de cassation, mais avec un rôle tout à fait spécifique, c'est-à-dire qu'il va présenter un avis sur ce qu'il pense être la solution la plus pertinente à la Cour. Et en revanche, l'avocat général ne participe pas au délibéré de la décision. Voilà, il propose une solution en toute indépendance. Nous ne sommes pas les représentants de partis ou quoi que ce soit. C'est en toute indépendance que l'on rend son avis sur les affaires qui posent des questions juridiques, sachant également, et c'était pertinent au regard de mon parcours, que je suis à la chambre sociale de la Cour de cassation, donc je traite des questions de droit du travail à la Cour de cassation. Et dernier point également, je n'ai pas rompu encore tous les liens avec l'université puisque, en fait, je suis détachée, mais pour une longue période de 10 ans. Et donc, après, je verrai si je retournerai très certainement à l'université ou pas, on verra, il y a encore le temps. Mais voilà, j'ai toujours un lien, évidemment, avec l'université. Ah oui, c'est différent en Italie parce que si on choisit la Cour de cassation, on ne peut pas Oui, voilà. revenir. D'où le titre un peu C'est curieux définitif. en français, parce que c'est Ça, avocat général en service extraordinaire, ce qui veut simplement dire que je suis détachée et que je ne peux pas avoir d'autre fonction que celle-là. Et comme je l'ai dit, en Italie, c'est différent, mais je pense que c'est mieux de pouvoir aller et revenir parce que l'expérience que tu fais dans une certaine institution peut être importante pour la Cour de cassation, pour les institutions judiciaires.
Et ça me fait penser au poids que ton expérience précédente a dans ton nouvel emploi. C'est-à-dire, le droit social européen que tu as étudié est important dans ton travail actuel. C'est important que la Cour de cassation comment on peut dire, se confronte avec le droit européen. Alors, d'abord, je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est une procédure dans laquelle, effectivement, pour rejoindre la Cour de cassation, on prend en compte l'expérience. Donc, je pense que l'une des raisons pour lesquelles je suis allée à la Cour de cassation, c'était du fait de cette expérience européenne. Hein. Pas que, mais ça a été aussi un de ces éléments. Maintenant, je dirais que le droit européen est enfin, j'en fais, mais pas toujours. Et pour plusieurs, enfin, je ne fais pas que ça, je fais beaucoup de droit du travail franco-français parce que dans beaucoup de contentieux, la question du droit européen ne se pose pas. Et également parce que comment dire, par exemple, tout ce qui va relever du temps de travail, des congés payés, évidemment, il y a une influence de la jurisprudence européenne, en fait, n'est pas vue sous l'angle droit européen, mais sous l'angle temps de travail. Et la Chambre sociale est divisée en sections. Donc, moi, je travaille pour la section 1 et 2. La 2 a les dossiers, effectivement, de droit européen, mais pas ceux de temps de travail, le transfert d'entreprise est à la section 1, parce que aujourd'hui, le droit européen, j'allais dire qu'il n'est plus visible. Alors, en revanche, il n'est pas visible, mais évidemment, la connaissance du droit européen est là. C'est-à-dire, on sait très bien, et c'est très important, évidemment, de savoir que dans tel ou tel contentieux, il est absolument indispensable de voir ce qu'a dit la Cour de justice ou éventuellement de poser une question préjudicielle. Ça, cette connaissance, elle est évidemment importante. Donc, je dirais que je fais effectivement du droit, enfin, on mobilise le droit européen, mais parfois, j'allais dire, cette mobilisation, elle est aujourd'hui tellement évidente qu'elle n'apparaît presque plus comme du droit européen, ce qui est peut-être la preuve d'une intégration forte. Évidemment, on fait référence aux arrêts de la Cour de justice en matière de congés payés, mais c'est vraiment intégré dans le raisonnement. Alors après, évidemment, il y a des contentieux où on a cette influence, mais là, de manière très, j'allais dire, où ça a été particulièrement important, je pense en France, au contentieux sur les discriminations liées à la religion, avec ces fameux arrêts de la Cour de justice sur le port du voile. D'ailleurs, dont un des arrêts est venu de la Cour de cassation, des arrêts sur les transferts d'entreprise, où par exemple, à un moment, on a attendu, avant de rendre une décision, un arrêt de la Cour de justice qui allait arriver, mais on voit aussi l'influence du droit international parfois. Mais là aussi, il reste beaucoup de contentieux où cette influence, lorsqu'on parle d'élection de représentants du personnel, etc., donc là, il n'y a pas véritablement cette influence européenne. Et en revanche, l'expérience, alors pluridisciplinaire et comparée, j'allais dire, peut être utile, mais beaucoup plus rarement. Je dirais que l'une des grandes différences entre la vie à l'université, la recherche universitaire et la Cour de cassation, c'est qu'à la Cour de cassation, maintenant, 100% de mon temps est consacré au droit, au raisonnement juridique, alors qu'à l'université, il y avait beaucoup plus cette approche de la recherche. Là, c'est normal, c'est l'application des règles juridiques. En revanche, évidemment, cette formation peut quand même être utile, ces recherches sont utiles
lorsqu'on va quand même faire des références à du droit comparé pour voir comment ça se passe à l'étranger, ou également lorsqu'on essaye de déterminer quel pourrait être l'impact d'une décision, où là, on sait qu'il faut être très prudent et ne pas s'aventurer à donner des impacts qu'on ne pourrait pas mesurer, etc. Donc, je pense que ça donne aussi l'idée d'une certaine mesure pour ce type de raisonnement. Alors, merci. Et tu m'as répondu à la question suivante déjà, parce que je voulais te demander quel est le rôle de la Cour de cassation dans la mise en œuvre du droit social européen, mais je pense que tu m'as déjà répondu. Et même, tu m'as dit aussi que les recours au droit européen et au droit international sont augmentés dans les dernières années, mais ne sont pas la plupart des recours devant la Cour de cassation ou les tribunaux. C'est comme ça. Si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que oui. Quand même, pas pour tous les dossiers, mais aujourd'hui, je pense qu'on a toujours en tête, est-ce que sur cette question, il n'y a pas un point de droit européen qui peut être utile au raisonnement ou qu'il faut intégrer au raisonnement. Et ça peut être également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, évidemment. Hein. Je pense actuellement à une évolution de la Cour de cassation sur les mécanismes de preuve de faits que l'on reproche aux salariés, où la Cour de cassation a tenu compte des dernières décisions de la Cour européenne des droits de l'homme pour faire évoluer sa jurisprudence. Bien, très bien, j'ai compris. Mais c'est pareil, en Italie, on a des arrêts dans lesquels le recours au droit européen ou international est très important. Je pense à l'arrêt de la Cour de cassation sur le licenciement, par exemple, qui a fait référence à la Convention de l'OIT. Et même dans quelques autres arrêts. Mais je voudrais fermer cette interview avec quelque chose de pas trop sérieux. Je sais que tu aimes beaucoup, beaucoup le cinéma, même parce que quelquefois on est allé ensemble voir quelques films, etc. Je connais bien ton amour pour le cinéma. Quel est le dernier film que tu as vu? Tu es allé au cinéma, parce que je ne sais pas, si... Oui, on peut aller au cinéma. On peut aller au cinéma avec un pass vaccinal. Ah oui, c'est pareil en Italie. Oui. Le dernier film, mais je ne suis plus allée beaucoup au cinéma quand même, c'était, alors je ne sais pas comment on prononce, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Mais les films ne sortent pas nécessairement en même temps en France et en Italie. C'est un film qui était, bon, j'ai moyennement apprécié, mais sur une sorte un couple qui va déambuler, voilà, mais voilà. Et sinon, je dois dire que plus récemment, mais là, je ne suis pas allée au cinéma maintenant parce qu'on peut voir des films. Je dois dire que j'ai revu un ou deux films où apparaissait Monica Vitti, que je trouve toujours trouvé une actrice très belle et assez extraordinaire. Oui, pour nous, a été un des symboles du cinéma italien, même à l'étranger. Comme voilà, dans ces cas-là, on revoit les vieux films d'Antonioni. Moi, je n'ai pas vu encore, mais j'irai voir. Et les livres, tu aimes beaucoup lire, tu m'as même donné des livres à lire que j'ai bien appréciés. Et sur ton table de nuit, quel livre tu tiens? Des choses assez... il y a le dernier prix Goncourt, le littéraire français qui s'appelle La plus secrète mémoire des hommes. C'est d'un auteur francophone africain qui est très intéressant vraiment sur l'histoire d'un écrivain africain qui fait une enquête sur un écrivain
africain, donc c'est intéressant. Et récemment, j'ai relu aussi, là aussi, c'était parce qu'en revoyant un film, j'ai repris le livre que j'avais, le Jardin des Finzi Contini de Bassani, que j'ai trouvé que je crois que j'ai plus apprécié en deuxième lecture qu'il y a des années quand je l'avais lu. Et tu as vu le film italien Ouais, de 1900, je ne sais pas, ouais, 60. ouais, ouais. Je crois que c'était Vittorio de, ouais, Ouais, ouais. voilà. Et le dernier Houellebecq aussi, mais bon, qui n'est pas son meilleur. D'après moi. Avec, après le premier livre, j'ai eu quelques difficultés, je dois le dire. Mais j'ai beaucoup apprécié Emmanuel Carrère, qui, Ah oui. si je ne me trompe pas, c'est toi qui me Oui, l'as oui. donné. Mhm. Et je trouve que c'est un très bon livre, un très bon écrivain. Donc, Sylvaine, alors, on a terminé. Je pense, je te remercie beaucoup même de la part de la Labour C'est Community. moi de cet intérêt pour ma carrière. Ah, ça a été très intéressant d'écouter, d'écouter ton expérience, soit dans l'académie, soit dans la Cour de cassation. Donc, je te salue, je salue tous les membres de la community, tout, tout le monde, et au revoir, Au revoir. à bientôt.